Donc, bienvenue à cette réunion publique qui est organisée à l'initiative du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse, qui se clôturera sur la lecture et la diffusion d'une tribune qu'on vous distribuera à la sortie. Tribune qui est portée collectivement par le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse et les partis politiques Ensemble 69, Génération Rhône et Métropole de Lyon, les écologistes Rhône et Lyon, la France Insoumise 69, le Parti communiste français Fédération du Rhône, le Parti socialiste du Rhône. Donc, dans un premier temps, nous entendrons les témoignages de médecins, d'une enseignante, d'une avocate, de collectifs et d'associations qui tentent de répondre au quotidien aux besoins des mineurs non accompagnés en recours, dont nous dénonçons le non-respect au droit fondamental à une protection. Ensuite, on échangera avec la salle et ensuite les partis politiques signataires de la tribune et co-organisateurs de la réunion s'exprimeront. La parole reviendra de nouveau à la salle après la prise de parole des partis politiques. Et nous porterons le texte de la tribune à votre connaissance à la clôture de la réunion. Afin que nous puissions entendre l'ensemble des participants et par respect pour les premiers et les premières concernés, je vous remercie par avance de respecter les temps de parole prévus en amont. Cette réunion est enregistrée, donc pour les personnes qui vont prendre la parole dans la salle, merci de bien parler dans le micro qui vous sera confié. Et je laisserai les personnes donc témoignant préciser, si elles le souhaitent, la présentation des collectifs, associations qu'elles représentent. Et on va commencer avec Sébastien et Idrissa pour le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer peut-être par redonner le cadre légal, juridique, administratif auquel font face les mineurs isolés quand ils arrivent en France. Les jeunes donc, que le collectif accompagne principalement depuis plusieurs années sont ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés. Auparavant, on disait les mineurs isolés étrangers. Ce sont donc des mineurs de nationalité étrangère arrivés sur le territoire français sans être accompagnés d'un titulaire de l'autorité parentale ou d'un représentant légal. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France en 1990, elle stipule qu'ils sont avant tout des mineurs et que donc ils ont les mêmes droits que les mineurs français. Donc d'après la loi française, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui est une compétence des départements depuis 1983, les lois de décentralisation. À Lyon, la compétence du département revient à la métropole de Lyon. Concrètement, quand un jeune arrive en France, il doit être donc mis à l'abri et il subit une évaluation qui dure au maximum 5 jours, une évaluation de son âge et de son isolement pour savoir s'il peut bénéficier d'une prise en charge par la protection de l'enfance. À Lyon, c'est Forum Réfugiés, l'association qui est mandatée par la métropole pour assurer cet accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de la minorité. Donc cette évaluation, je vais faire très rapide parce que je pense que Maître Firmin va en parler davantage. Elle repose essentiellement sur un entretien. Évidemment, tout le monde comprend que c'est à peu près impossible d'évaluer l'âge de quelqu'un sur un entretien. D'autant que d'après les témoignages des jeunes qu'on a, cet entretien il est mené à la manière un peu d'un questionnaire, d'un interrogatoire de police et assez largement à charge. En tout cas, le résultat, c'est que en gros, 70% des jeunes sont refusés. On leur refuse la prise en charge de la protection de l'enfance. Ils ne sont pas explicitement reconnus majeurs, comme on l'entend parfois. En fait, la phrase type qui est écrite sur la lettre qu'on leur donne quand on leur refuse la prise en charge, cette phrase, je cite, elle dit « Les éléments recueillis pendant l'évaluation n'ont pas permis de vous rattacher à l'âge allégué ». Autrement dit, le doute va contre eux, en fait. Alors, à ce moment-là, quand ils sont refusés, ils sont mis à la rue. Ils ont le droit de faire un recours devant le juge des enfants. Ce recours, il dure plusieurs mois. Il les place en fait dans un vide juridique où les institutions les considèrent ni mineurs ni majeurs et se renvoient la balle et ils se retrouvent à la rue et sans ressources. Ce sont ces jeunes qu'on accompagne. À Lyon, le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse s'occupe plutôt de l'hébergement. Le collectif AMI les accompagne pour mener le recours.
Et il y a une antenne de jour du secours populaire où ils peuvent avoir des cours de français, de maths et être accueillis le jour. Mais pour le reste, ils sont complètement abandonnés des institutions à la rue pendant plusieurs mois. Sachant que sur l'observation que fait le collectif AMI, 80 à 90% des jeunes, à la fin de leur recours, vont être effectivement reconnus mineurs par le juge des enfants. Donc nous, ce qu'on revendique principalement dans le collectif, c'est la présomption de minorité, c'est-à-dire que le recours soit suspensif et que les jeunes soient pris en charge jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive du juge des enfants. C'est pas nous qui avons inventé ce principe, hein, c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ça fait partie des préconisations de la défenseur des droits depuis des années. Ça a été, il y a une alerte de l'ONU, mais ça, Kautar de Simal va en parler et développera plus ce point-là. Mais en tout cas, c'est notre revendication principale depuis des années, c'est la présomption de minorité. Comme je l'ai dit, le collectif, il s'occupe auprès des jeunes principalement de l'hébergement et puis le côté militant et plaidoyer. Je vais faire un petit point sur l'hébergement. Sachant que pour nous, et on insiste quand même pas mal là-dessus, la question des mineurs qui se retrouvent à la rue n'est pas qu'une question d'hébergement d'urgence. Il s'agit d'une question de protection de l'enfance qui comprend bien plus que l'hébergement, c'est-à-dire un accompagnement éducatif sur la santé, sur la scolarité, sur l'assistance juridique éventuellement. Tout ça doit être fait dans l'intérêt supérieur du mineur, si on reprend les termes de la protection de l'enfance. Le collectif, il fait aussi partie d'une coordination nationale qui a pu faire un recensement. Je vais passer aux chiffres, hein. Idrissa, je suis désolé, je vais parler chiffres. Je dis ça, vous verrez plus tard pourquoi. En France, le recensement qu'on a mené et auprès de collectifs qui, comme nous, accompagnent ces mineurs, amène enfin, il y a 3500 jeunes qui se retrouvent dans cette situation de recours sur toute la France, sur tout l'Hexagone. Ce qui est à la fois évidemment très peu pour un pays de 65 millions d'habitants, mais qui est énorme pour tous ces jeunes qui se retrouvent à la rue et sans ressources. Si on fait le point sur Lyon, il y a à peu près 350 à 400 jeunes qui sont dans cette situation sur la métropole de Lyon. Il y en a une centaine qui sont dans un dispositif qui s'appelle la Station, qui a été créé par la métropole et cofinancé par la préfecture, qui a été créé à l'issue d'évacuation de squats. Hein, ça s'est fait aussi en négociation avec le collectif, en 2 tranches, 50 places d'abord à l'évacuation du collège Maurice Sèvres, pour ceux à qui ça dit quelque chose, parce qu'à l'époque, il y avait 50 mineurs dans le squat du collège Maurice Sèvres. On était à la fin de l'année Covid, donc dans une période vraiment de creux. En fait, au début des négociations, les stations, à ce moment-là, devaient avoir 150 places. Mais ça ne s'est pas fait, puisqu'il n'y avait que 50 jeunes au collège. Actuellement, il y a aussi 50 jeunes qui sont au squat du Passage, qui est le dernier squat géré par le collectif, on va dire. Il y a une trentaine de jeunes qui sont dans une salle municipale qui a été mise à disposition par la mairie du premier pour les rescapés, on pourrait dire, de l'expulsion du squat de Néret, qui a été expulsé fin octobre. Cette salle, malheureusement, la préfecture demande à la mairie de l'évacuer, et elle est sous la menace d'une expulsion aujourd'hui même, en fait. Et puis, il y a surtout 200 jeunes aujourd'hui qui vivent sous des tentes au campement Béguin, dans les conditions terribles qu'on peut imaginer en ce moment avec le froid qu'il fait. Un certain nombre sont là dans la salle et je les remercie d'être là. Je vais peut-être revenir, en fait, la ville de Lyon a procédé depuis 2022 à plusieurs mises à l'abri dans des gymnases. On peut se demander pourquoi on a continuellement des campements. Pour expliquer un peu ça, je vais revenir sur la situation dans laquelle on était l'an dernier. À la même date, en fait, il y avait également un gros campement d'environ 200 jeunes. Le
campement Sainte-Marie-Perrin. La mairie a procédé à la mise à l'abri de 140 jeunes, le diocèse de 30, donc 170 jeunes ont été mis à l'abri. Mais malheureusement, en fait, ces structures ne sont pas des places pérennes. C'est-à-dire que à partir du mois de janvier où ils ont été mis à l'abri, petit à petit, le gymnase s'est vidé, puisque, je le répète, 80% des jeunes sont reconnus mineurs et donc sont pris en charge par la protection de l'enfance. Et pendant que ce gymnase se vidait, un campement, le campement Béguin, grossissait, puisque Forum Réfugiés continue toutes les semaines à mettre des jeunes à la rue. La mairie annonce la semaine prochaine une mise à l'abri de 160 des jeunes du campement Béguin. Donc là encore, on salue l'initiative, d'autant que la ville de Lyon n'est pas du tout dans ses compétences quand elle fait ça. Mais on alerte parce qu'à nouveau, ces 160 places, enfin c'est pas 160 places, c'est 160 jeunes qui vont être mis à l'abri, on est très content pour eux, mais ce lieu est destiné à se vider petit à petit au fur et à mesure que les jeunes sont reconnus. Et on sait très bien que dès la semaine prochaine, en fait, on aura à nouveau des jeunes mis à la rue par Forum et des jeunes qui vont être à la rue et dont on n'a aucun lieu où les orienter, nous, collectifs, et où si rien ne bouge, les institutions non plus ne feront rien. Donc on alerte sur le fait que, à nouveau, un campement va probablement s'installer quelque part sur la métropole et grossir petit à petit pendant que le lieu ouvert par la mairie va se vider. Donc on est à nouveau dans une... Ouais, je dépasse le temps, désolé. On est à nouveau dans une grave situation d'urgence et c'est pour ça qu'on voulait faire cette réunion. Je vais finir là. Je voulais faire une citation avant de passer la parole à Idrissa. Vous lire une citation d'un article d'un psychiatre, Dr Douville, d'un article de la revue Rhizome de Lorsper Sandara. Je cite: « Le traumatique peut également se produire lorsque le sujet se trouve comme jeté en dehors du monde. Il n'est pas ici victime d'une agression, mais d'une inattention totale qui l'exclut de la part des uns et des autres. Sortir des personnes de la sidération traumatique prend du temps. Mais si nous aidons la personne à reconstruire une dignité et une légitimité sociale et politique, si nous la rassurons sur le fait que ce qui doit indigner nous indigne, beaucoup d'espoir reste possible. » Le but de cette réunion, c'est donc d'exprimer cette indignation qui est nécessaire, qui est salutaire, mais qui est évidemment pas suffisante. Il faut qu'on arrive à bouger les lignes, qu'on arrive à trouver des solutions concrètes pour qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue en France et que la violation de la Convention internationale des droits de l'enfant cesse enfin. Voilà, je laisse la parole à Idrissa, qui aura des mots bien plus forts que les miens pour décrire l'injustice qui est faite à ces jeunes. Idrissa, c'est un jeune du campement qui est sous l'État depuis plusieurs mois. Et ces jeunes qui souhaitent juste aller à l'école, apprendre un métier, faire leur vie et faire société avec nous ici en France. Merci de votre attention. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Idrissa Bari et je viens de la Guinée-Conakry et je suis venu en France depuis le mois d'octobre et malheureusement depuis un mois après je dors dehors sous les tentes et donc j'aime lire, écrire et dessiner. Alors permettez-moi de vous lire un texte que j'ai préparé exprès pour vous. Je suis ici ce soir pour vous parler de ce que signifie être mineur, non pas sur le papier, mais dans la réalité d'un jeune qui a grandi en Afrique. Là-bas, à 12 ans, on peut déjà être chef de maison. À 14 ans, on a déjà enterré ses rêves. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un continent, mais c'est aussi l'histoire
c'est aussi l'histoire d'un jeune qui, comme moi, a abandonné son enfance dans le désert et ses espoirs dans la Méditerranée. En Afrique, le mot mineur n'a pas le même sens qu'ici. Là-bas, à 10 ans, un enfant peut déjà avoir la responsabilité de travailler pour nourrir ses parents. À 12 ans, on peut être chef de maison, chargé de prendre soin de ses frères et sœurs. À 14 ans, on peut être apprenti ou mécanicien, cultivateur ou vendeur. Le concept d'enfant-don que vous connaissez ici, avec une école obligatoire jusqu'à 18 ans, avec une protection garantie, n'existe pas pour beaucoup d'entre nous ici. Et parmi nous, il y a des garçons aussi jeunes que 13 et 14 ans qui sont forcés à se marier pour préserver l'honneur de leur famille ou pour répondre aux traditions qu'ils ne choisissent pas. Pour répondre à des traditions qu'ils ne choisissent pas. Ce sont aussi des filles souvent oubliées qui portent des responsabilités écrasantes. À 8 ou 10 ans, elles sont déjà femmes de maison, chargées de préparer, de cuisiner, de nettoyer et de prendre soin de ses frères et sœurs. Certaines aussi sont forcées à se marier avant même d'avoir compris ce que cela signifie. Nous n'avons pas le choix. On a grandi dans un système qui nous prive de nos rêves, de notre enfance. Et parmi nous, certains rêvaient de devenir enseignants, médecins, professeurs et tout, etc. Mais ces rêves sont restés dans le désert, abandonnés sous un soleil implacable. Le désert, il est impitoyable. J'ai vu des corps, des ossements, des visages qui avaient autrefois un rêve. Mais ce rêve est resté là-bas parce qu'il n'y avait ni force ni espoir pour avancer. Le désert, il avale plus que des vies. Il avale même des avenirs, des ambitions et parfois notre humanité. Et pour ceux qui survivent le désert, il reste la mer. La Méditerranée, cette tombe liquide qui emporte tant de vie. Chaque vague avec elle porte un rêve brisé. Des enfants, des adultes, des adolescents, tous partis pour chercher. Mais beaucoup ne trouvent qu'un silence infini sous l'eau. Et pour ceux, moi personnellement, je connais un jeune, son rêve le plus fou, c'était de venir en France. Mais la Méditerranée ne l'a pas laissé passer. Pour lui, comme pour autant d'autres, la Méditerranée n'a pas été une porte, mais une tombe. Aujourd'hui, j'en parle pour lui, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, et pour nous qui portons encore ces rêves brisés, dans l'espoir qu'ils trouvent enfin une terre où s'ancrer. Malheureusement, quand on arrive ici, nous sommes cisés. Quand on arrive ici après avoir traversé des épreuves que personne ne devrait à cet âge, on nous demande de prouver que nous sommes mineurs. Mais comment prouver quelque chose qui n'a jamais existé pour nous? Nous avons grandi trop vite. Nos responsabilités ont effacé nos années d'enfance. Être mineur, pour nous, c'est qu'une illusion. Pourtant, nous sommes des mineurs. Oui, des mineurs auxquels le monde a refusé l'enfance. Je me souviens, à mes 10 ans, avant d'aller à l'école, tous les matins, je devais aller puiser de l'eau. Et ça, ce n'était pas une option, mais une obligation. Parce que je savais que si je ne le faisais pas, quand je rentre à la maison, je ne mangerai pas. Et avec tout ça, je devais trouver de la force d'aller en classe, d'apprendre
Moi, ce que je voulais, c'était une vie différente. Mais même à cet âge-là, tout était déjà en combat. Ce souvenir me hante encore aujourd'hui parce que je sais que des milliers de jeunes, comme moi à l'époque, vivent encore cette réalité chaque jour. Des responsabilités écrasantes, des choix impossibles et une enfance sacrifiée. Et quand nous arrivons ici, nous sommes gisés avec des critères qui ignorent cette réalité. C'est vrai. Je vous demande de comprendre une chose. Le poids de la responsabilité ne change pas notre âge. Nous avons le droit à la protection, même si nous avons appris à vivre comme des adultes bien trop tôt. Il faut nous donner une chance de reconstruire ce qu'on n'a jamais eu, une enfance. Aujourd'hui, nous sommes des centaines de migrants, mineurs, isolés, dans les rues de Lyon, où toutes les influences sont exposées, souvent les pires, celles des drogues, celles des sexes, celles des violences que vous connaissez. Et avec ça aussi, on doit affronter le froid. On doit affronter le froid de l'hiver, la faim et le regard indifférent ou méfiant des passants. Chaque jour est une bataille de survie. Trouver de quoi manger, garder espoir malgré le risque et naviguer dans un système qui nous demande de preuve de notre minorité. Encore une Méditerranée à traverser. Une Méditerranée d'incompréhension. Ici, on ne vit pas encore. On survit. Nous sommes des mineurs habités par une énergie qui dépasse la simple survie. C'est une rage intérieure, une soif de réussite. Chaque pas que nous faisons, chaque défi que nous affrontons est porté par cette volonté de ne pas laisser nos sacrifices en vain. Cette rage, c'est des ceux qui ont tout perdu mais refusent d'abandonner. Cette même race, elle se nourrit de nos essais, de nos douleurs, de nos larmes, et se transforme en force. Nous avons une envie dévorante de prouver que nous sommes capables, que nous avons une place. Peut-être que quand vous nous regardez, vous voyez des jeunes fatigués, brisés, mais nous sommes des flammes à l'intérieur. Et cette flamme, elle brûle d'un désir profond, transformer notre histoire et de montrer que même les plus invisibles peuvent devenir inoubliables. Ce soir, je vous demande donc de regarder au-delà des débats et des politiques. Regardez nos visages. Nous ne sommes pas invisibles. Nous sommes des rêves, des espoirs. Et vous avez une responsabilité dans ce combat. La France, un pays qu'on appelle berceau de l'humanité, semble oublier que les enfants, qu'ils soient nés d'ici ou d'ailleurs, ils ont des droits écrits noirs et blancs dans les lois. Noir sur blanc dans les lois. Nous ne demandons pas de charité, mais que nos droits soient respectés. Rien de plus, rien de moins. Je vous remercie. Merci beaucoup. À Nicole Smolski, médecin pour au Secours populaire et du MEDA. Alors, bonjour tout le monde. Donc merci Idrissa de ton témoignage. Je vais rebondir un petit peu dessus. C'est vrai que vous arrivez d'un très long périple, d'un périple très difficile.
souvent d'histoires difficiles aussi au pays, mais quand vous arrivez ici, vous allez affronter un autre périple. Je ne vais pas comparer si c'est plus difficile ou moins difficile, mais qui est un périple terrible, c'est le périple administratif. C'est le rejet, c'est le fait d'être traité de menteur, c'est le fait d'être mis à la rue, c'est le fait d'être exclu de tous les droits et de toutes les protections, qui sont pourtant ce que souvent vous venez chercher ici. C'est ce que tu as expliqué très bien tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous poser, vous ne pouvez pas compter sur une aide en dehors de personnes très particulières comme tous les gens qui sont ici. Et vous êtes notamment exclu d'un droit qui est un droit fondamental, qui est le droit à la santé. C'est un droit international, hein, c'est un droit reconnu internationalement, et on pourrait imaginer que la France, qui est un pays riche, puisse offrir ce droit à tous les gens qui sont sur le territoire, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Eh bien non, d'abord pour vous, vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes ni majeur, ni mineur, donc vous ne bénéficiez d'aucun type de protection. Alors, heureusement, on peut dire que, vu de l'extérieur, vous êtes en bonne santé, hein, vous êtes des grands gaillards. On dit, c'est reconnu, que ceux qui sont trop fragiles, ils sont morts en route, et que ceux qui arrivent ici, ils sont en pleine forme. Mais pour avoir maintenant un peu de recul, puisque grâce au secours populaire, une consultation a été montée qu'avec des bénévoles, où on voit tous les jeunes primo-arrivants, et on commence à en avoir vu 2000, donc on peut dire qu'on a maintenant du recul. On a fait ça parce que c'est devenu insupportable d'aller dans les squats ou les campements. On faisait vraiment du travail de singe, c'était pas bien, donc on ne pouvait avoir aucun suivi. Donc maintenant, on peut donner quelques chiffres, hein, je vais être très très rapide parce que ce n'est pas une réunion médicale, mais parmi vous, 80% des jeunes qui viennent d'Afrique de l'Ouest ont été en contact avec une hépatite virale. Là-dessus, sur ces 80%, il y en a 10% qui ont besoin d'un suivi, besoin d'un traitement pour l'hépatite, sinon leur foie va être attaqué. Il y en a 20 à 25% qui sont porteurs d'infections tuberculeuses latentes, ils ne sont pas contagieux, mais l'infection tuberculeuse ne demande que à récidiver. Et dans ce cas-là, à vous rendre vraiment malade. Donc ils ont besoin d'être suivis et traités. Personne d'entre vous n'est vacciné. Certains ont des pathologies graves et à traiter en urgence pendant cette période intermédiaire des 6-8 mois où vous n'êtes pas reconnus. Hein. Il y en a un certain nombre qu'on a réussi à faire opérer. Il y en a qui se font mal ici parce que, heureusement pour vous, vous jouez au foot. Donc il y a quelques accidents de foot par-ci, par-là. Et une chose très importante, sur les 2000 qu'on a vus, aucun n'est venu en France pour se faire soigner. Tout ce qui se raconte, c'est faux. Vous n'êtes pas en France pour vous faire soigner. Par contre, on découvre des maladies ici, qui sont des maladies qui devraient être prises en charge. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes qui sont malades, plus ou moins malades, potentiellement malades, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les difficultés vont s'amonceler à partir du moment où on les a étiquetés comme ayant besoin d'une prise en charge médicale. D'abord, pour une prise en charge médicale, je ne parle pas d'urgence, parce qu'en France, quand les gens arrivent à un accident, etc., heureusement, tout le monde est pris en charge. Mais quand il y a une pathologie qui est quand même urgente à traiter, parce que ça ne peut pas attendre le fait que vous soyez reconnu, il faut demander l'AME. Et là commencent les difficultés. Parce que la première chose pour avoir une AME, c'est qu'il faut une domiciliation, il faut une adresse. Donc, comment est-ce qu'on fait quand vous êtes à la rue ? Donc c'est là où ça commence à devenir très très difficile. On arrive à demander des AME au coup par coup. Alors merci à tous les gens qui s'investissent, hein, que ce soit les assistantes sociales, des hospices, du CDHS, du CEGID, à tous les soutiens qui domicilient les jeunes chez eux quand ça doit aller vite. Et on arrive pour certains à les faire prendre en charge assez rapidement. Mais ça prend plusieurs semaines. Donc il y a quand même plusieurs semaines d'attente où vous ne pouvez pas être soigné. Alors, il y a des structures, potentiellement, qui sont là pour vous, mais je vais les lister un petit peu, parce qu'il faut quand même le dire, Médecins du Monde est débordé, donc il n'est quasiment pas possible de se faire soigner Médecins du Monde, parce qu'ils n'ont pas assez de plages de consultation, pas assez de médecins bénévoles pour que ça tourne, et donc il y a des queues dès le matin, donc ça fonctionne, mais très mal. Les PASS, donc, qui sont les permanences d'accès aux soins pour les gens qui n'ont pas le droit, elles sont elles aussi surbookées, il faut prendre rendez-vous. Et en plus, comme elles sont soumises à un contrôle financier, elles n'acceptent pas tout le monde, parce que si elles prennent trop de monde, etc., elles se font taper sur les doigts, donc elles trient.
Par exemple, je vais vous donner un exemple très bien, que le Toumaïla dont je vais raconter il y a 15 jours. Il y a quand même un gamin qui avait une telle rage de dents, tellement mal aux dents, qu'il est allé 3 fois à la passe dentaire. Il a été refusé 3 fois, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de papier d'identité. Bah oui, c'est le propre de ces jeunes. Et bien la 3e fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le papier du copain. Donc il allait se faire sonner avec le papier du copain. Donc il se retrouve avec 2 identités dans 2 hôpitaux différents, ce qui est quand même gravissime en termes de sécurité des soins. On ne peut pas imaginer ça en France. Voilà. Donc on arrive à des biais qui sont comme ça. Heureusement, il y a des associations qui fonctionnent bien, avec qui on travaille. Il y a le CGID pour toutes les pathologies infectieuses. Il y a le CDHS pour la tuberculose et toutes les vaccinations. Il y a les équipes mobiles, santé mentale ou les équipes infirmières, qui, elles, ne demandent pas de papier et qui soignent tout le monde. Voilà. Et puis, surtout, il reste tout le monde, tous les gens qui sont là, les bénévoles, les militants, qui donnent de leur temps, qui donnent de l'énergie. Et donc, on a, grâce à tout ce lobbying qu'on a fait, notamment grâce au Covid, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à faire émerger un petit peu la question, l'ARS nous a aidés. On a pu monter une consultation au secours populaire, où on en est donc à peu près à 2000 jeunes, qui maintenant repartent tous avec un carnet de santé pour qu'il y ait un suivi. On a réussi à faire bouger l'hôpital, qui est sorti de l'hôpital et qui vient consulter avec nous au secours populaire. Donc on peut dire que ça avance, mais ça reste très fragile parce que c'est pas une organisation structurée, c'est pas institutionnel, donc ça repose sur des militants. Et le jour où les militants ils fatiguent, ça va s'arrêter comme d'autres associations. Donc ça reste très fragile. C'est quand même quelque chose de notable à Lyon parce que dans les autres départements ça n'existe pas. Et on peut dire qu'à Lyon il y a une prise en charge médicale qui pour l'instant est correcte. Je dis pas que c'est parfait, mais on peut dire que pour l'instant c'est correct. Mais c'est fragile. Alors je voudrais dire un mot sur l'asile, rapidement. Parce que je suis donc médecin, médecine et droit d'asile, et que l'asile nous tient à cœur. L'asile, c'est un droit, c'est un droit international, enfin bon, tu en diras mieux que nous, qui ne dépend pas de l'âge. C'est-à-dire que n'importe quelle personne de n'importe quel âge, quand elle demande l'asile, la demande d'asile doit être prise en compte. Je ne dis pas qu'on la lui donne, mais ça doit être pris en compte à la préfecture. Il y a parmi ces jeunes un certain nombre qui relèvent de récits d'asile, qui ont des récits de violence épouvantables au pays, mais vraiment épouvantables, notamment les filles, mais pas seulement. Et jusqu'à présent, quand on a essayé de demander l'asile pour ces jeunes, parce que l'asile, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec la minorité, c'est 2 procédures différentes. Je dis, c'est important que tout le monde comprenne. Mais quand ces jeunes ont l'asile, ils sont protégés 10 ans, minimum. Donc ça vaut vraiment le coup par rapport à la reconnaissance de minorité. Donc on a fait depuis le mois de juin, on a un certain nombre ici avec les avocats et avec Forum Réfugiés, pas la branche CMAE mais la branche qui bosse bien. On a réussi à faire qu'on a actuellement 4 ou 5 jeunes que la préfecture a été obligée d'accepter dans la demande d'asile. Voilà. Et on continue là on en a vu encore une ce matin, etc. Donc on va continuer à nourrir le flux pour que la préfecture respecte ce droit, qui est un droit qu'elle ne devrait pas refuser. Donc c'est un des combats à venir. Voilà. Merci Nicole. Loubna Aïtatrit, enseignante pour la scolarité. Alors bonjour, moi je suis Aïtatrit Loubna, je suis enseignante au collège Paul-Émile-Victor à Rieux et je suis dans une structure qu'on appelle UPE2A NSA. Donc moi je vais poursuivre un peu le chemin. Après le chemin, ce long chemin du voyage, arrive le chemin de l'école. Après, donc, les élèves se présentent dans différents collèges pour passer un test de positionnement. C'est un test où ils ont des exercices de français, maths, anglais. Ce test nous sert à les affecter donc, dans 3 structures différentes, UPE2A, donc unité pour élèves allophones arrivants ou francophones arrivants. UPE2A NSA, c'est la structure pour les élèves qui sont non scolarisés antérieurement dans leur pays, ou ils peuvent être également préconisés dans des classes dites ordinaires, 6e, 5e, 4e, etc. Donc, dans ma classe, j'ai beaucoup de mineurs non accompagnés et non reconnus mineurs qui sont scolarisés donc, dans une structure pour élèves non scolarisés antérieurement.
Je trouve que ça fait déjà beaucoup de noms pour désigner un élève. Le fait d'être le terme non reconnu mineur jette déjà une suspicion sur l'identité de l'élève. Tu n'es pas celui que tu dis être. C'est comme ça que je l'entends administrativement. Bon, on va dire que déjà, quand il arrive, qu'il est inscrit, où il est accueilli souvent avec l'enseignant et l'assistante sociale, on lui remet son carnet de correspondance, et là, il a le statut d'élève. Mais quand même un élève différent des autres. Moi, j'ai des élèves qui sont collégiens, et parmi eux, des élèves qui ne sont non reconnus mineurs. Donc ça les met dans un entre-deux. Je vais expliquer un peu ce qu'implique la non-reconnaissance de minorité dans un parcours scolaire. Bon, déjà, l'élève n'est pas protégé, à part par le cadre scolaire. Donc je passe les difficultés purement matérielles, bon, de fourniture, de vêtements, etc. Ça, on peut pallier. Les complications au niveau des signatures, puisque par rapport à un autre élève, à un autre collégien, on va effacer la mention, pas responsable légal, on va l'effacer cette mention. Il n'y aura pas de signature. Déjà, ça pose souci. Ensuite, on demande à l'élève où il loge dans un squat. D'accord. Quand j'ai fait ma rentrée, j'ai été impressionnée par le nombre d'élèves qui venaient du square Béguin, parce que là, c'est même pas dans un squat, c'est dehors, c'est un élève sans toit. Et concrètement, il n'y a pas de toit. D'accord. Donc déjà, on se pose beaucoup de questions. Comment on peut envisager une scolarité pleine et entière et sereine quand on vit dehors ? Mais on fait avec, on trouve des solutions. Donc cette année, il y a beaucoup de collèges qui ont monté des collectifs. C'est pas une solution, c'est un pansement. Enfin, on ne peut pas laisser nos élèves dehors. Donc, ils arrivent en classe, il y a un enthousiasme. Nous avons des élèves courageux, pour rejoindre le discours d'Idrissa, avec une envie furieuse, pour reprendre les mots de Jacques Brel, une envie furieuse de se construire, avec des espoirs et un projet d'orientation construit. Souvent, ils ont peut-être déjà des idées d'orientation. Mais là, quand on n'est pas reconnu mineur, on n'a pas de choix. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple d'un élève, « Oh, madame, j'ai fait un stage, oh là là, le patron est prêt à me prendre en apprentissage. » Bah, non, tu ne pourras pas faire d'apprentissage parce que tu n'es pas reconnu mineur. Ensuite, donc déjà là, c'est quand même, je trouve, un premier empêchement, parmi tant d'autres. Et il y a aussi des conséquences, on va dire, psychiques sur les apprentissages. Des élèves me disent « Madame, ma tête est pleine, je suis là, je suis en classe, mais ça ne rentre pas. » Ou « Je n'arrive pas à mémoriser. » Donc, la volonté est là, mais il y a une impression de stagner, comme l'entre-deux administratif où ils sont placés. Et je sais que lors d'une assemblée avec notre collectif, une journaliste est venue interroger quelques élèves, dont un est parmi vous ce soir, et ils m'ont très bien expliqué. Ils ont dit on est là, on est dans une classe, mais dans la tête ça bloque. Alors, comment on peut construire un parcours scolaire dans ces conditions ? Quand même difficilement. Parce que les élèves ont un temps scolaire très court et dans des conditions de vie précaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas été scolarisés ou mal scolarisés dans leur pays, ce qui est le cas de la plupart de mes élèves, donc il y a l'apprentissage de la lecture, de l'écrit,
construire son projet d'orientation, passer le DELF aussi, qui est un diplôme d'études en langue française, ils en auront besoin pour leur papier plus tard. Et un autre facteur, c'est le facteur temps, comme je viens de le dire, puisqu'à 18 ans, ils doivent justifier de 6 mois de formation professionnelle. Donc s'ils arrivent, ils ont 16 ans, enfin, le temps passe très vite. Puis imaginons un élève, peut-être qu'il est venu pour continuer ses études, peut-être qu'il n'a pas envie à 18 ans de s'orienter tout de suite vers une formation professionnelle. Donc ça déjà, non, pourquoi pas. Alors voilà, il faudrait qu'ils viennent à l'école tous les jours, à l'heure, qu'ils progressent dans les apprentissages, qu'ils fassent des stages pour construire leur orientation et qu'ils suivent une formation professionnelle rapidement. Je ne sais pas qui peut réaliser un tel parcours avec une suspicion permanente sur l'identité, une suspicion permanente sur leur minorité, et ajoutant à cela les conditions précaires. Alors des fois, oui, les remarques, ils ne font pas leur âge, ils ont l'air plus vieux. Mais après un tel voyage, on vieillit. Comme l'a dit Idrissa, ils n'ont pas le même parcours de vie. Donc déjà, le voyage impacte, mais en plus, les conditions de vie. Alors je ne sais pas, moi j'ai dormi quelques fois au gymnase, je ne passe pas des bonnes nuits. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais comment font-ils pour venir tous les matins en classe après avoir passé des nuits dehors? Et ils sont assidus. Alors, les élèves ne viennent pas au collège juste pour avoir chaud, avoir un déjeuner, avoir un petit déjeuner ou avoir des conditions matérielles qui les sauvent de la précarité du quotidien. Ce ne sont pas des mendiants, nos élèves, ce sont des élèves qui sont venus avec un projet de vie. Ils veulent construire un avenir, mais ils sont empêchés par cette non-reconnaissance de minorité. Donc, comme je l'ai dit, nous avons des élèves résilients, avec une force de vie, courageux et très respectueux du cadre scolaire. Mais au bout d'un moment, cette résistance, elle tombe, comme n'importe quel être humain. Parce qu'à force de résister, des fois ça craque. Et c'est humain. On voudrait que, l'image de l'élève invincible, qui fait face à toutes les difficultés. On ne demande pas ça à nos élèves collégiens. Ce sont des collégiens. Ils sont empêchés de vivre pleinement leur vie d'adolescent dans le cadre scolaire. Alors en plus, ce qui est étonnant, c'est que la plupart sont reconnus mineurs en cours d'année ou l'année suivante. Alors on se demande pourquoi une telle perte de temps. Pourquoi les faire souffrir? Pourquoi, dans leur chemin de la scolarité, mettre tant de pièges avant qu'ils puissent se poser? Parce qu'une fois reconnus mineurs, là c'est très impressionnant, psychologiquement, les apprentissages, ils sont pleinement dans leur apprentissage. Ils lisent mieux, ils écrivent mieux, ils sont lumineux. Et vraiment, et ils se sentent protégés. Donc nos élèves, ce sont, moi je ne dirais pas des mineurs non accompagnés, je dirais des mineurs en demande d'accompagnement et de protection, et qui ont envie d'une scolarité pleine, comme tous les autres collégiens. Voilà.
senti un regard vers moi. Maître Firmin, avocate représentant la commission MENA du barreau de Lyon. Alors merci pour l'invitation et cette commission donc effectivement fonctionne aussi grâce à vous tous, à tous ceux qui accompagnent les jeunes, parce qu'on va être clair, on en a besoin. On est juste pour nous présenter, on est un groupe d'avocats à Lyon et d'avocates. On essaye en tout cas d'être engagé auprès des jeunes comme on peut, parce qu'on fait, on va être clair aussi, avec nos connaissances des juridictions et de ce qu'il faut certainement faire pour obtenir gain de cause. Voilà, donc on a depuis pas mal d'années, et là on les a doublés, on a au moins des permanences déjà le mercredi matin gratuites pour les jeunes. Et puis ensuite, vous le savez, avec tous ceux qui accompagnent, on va essayer de les accompagner au mieux vers le juge des enfants. Alors nous, aujourd'hui, à Lyon, on a 12 juges des enfants et on accompagne. Le problème, il y en a. Effectivement, là, j'entends tout ce qui a été dit, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que là, on est dans un autre parcours. Je rejoins Nicole, je rejoins tout ce que j'ai entendu, qui est l'administratif, mais au-delà de ça, le besoin de protection et à quel moment ça va avoir lieu, est-ce que ça va avoir lieu, et je vais même terriblement dire aujourd'hui, est-ce que ça va être maintenu, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question-là qui se pose. Alors, il ne faut rien lâcher, c'est souvent ce que je dis, parce que parfois, après 5 procédures, 6 procédures, ça peut arriver qu'on obtienne gain de cause. Mais au départ, on rencontre les jeunes avec, en gros, l'évaluation et les documents. Alors déjà, c'est la première critique qu'on pourrait se faire. Après tout, on dit être mineur, on devrait, même si on n'a pas de papier, finalement, se dire on peut être protégé puisqu'on est un enfant. On va être clair, aujourd'hui, c'est vrai qu'aller devant le juge des enfants sans documents, c'est extrêmement compliqué et on ne le fait pas, très clairement, sauf grande exception. Donc c'est la première chose et c'est le premier moment qui peut être très difficile. L'évaluation aujourd'hui, Sébastien t'en a un peu parlé, moi de plus en plus, et on est suivi, on demande quand même parfois à la faire écarter, tout simplement, parce qu'elle ne respecte pas aujourd'hui les textes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un temps de répit qui est prévu, qui ne doit pas être pris en compte pour l'évaluation, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ne restent qu'à l'hôtel et donc qui vont être une nuit dans un centre et on va dire ensuite qu'on considère qu'ils sont majeurs. Voilà, cette évaluation aujourd'hui, elle est extrêmement critiquable sur beaucoup de points de vue et je pense violente pour beaucoup de jeunes et certainement très stressante pour eux. Pour autant, aujourd'hui, la loi, c'est ce qu'elle prévoit. Elle prévoit cette évaluation expliquant si oui ou non on est mineur. Alors aujourd'hui, il y a eu même des moments où il y a des documents. Ça m'est arrivé avec certains jeunes et pour autant, ils ne sont pas pris en charge. Donc voilà, c'est extrêmement malheureux, pour ne pas dire illégal. Ensuite, une fois qu'il y a tout ça, nous, on saisit le juge des enfants. Et là, il y a un délai. Voilà, un délai... alors qui en ce moment quand même, il y a eu des périodes pires à Lyon quand même, mais on reste sur des délais extrêmement longs pour les jeunes parce qu'ils sont à la rue et que c'est sûr que j'ai envie de dire ça devrait se faire tout de suite parce que le juge des enfants a la possibilité à la base dans les textes de placer provisoirement sans forcément rencontrer le jeune, ce qui ne se fait évidemment pas sauf pareil grande exception. Donc on va avoir des délais qui vont d'1 mois à 5 mois à 6 mois selon la juge ou là je dis là puisqu'on n'a que des femmes en ce moment à Lyon sur qui on tombe et puis après il y a l'audience donc on va rencontrer les juges et effectivement je rejoins ce qui a été dit, on a quand même aujourd'hui on obtient plutôt gain de cause. Moi au cabinet je suis encore je pense sur un 80% effectivement voilà, mais après il y a plein d'autres questions qui vont se poser parce qu'aujourd'hui on place les jeunes un certain temps, ça peut aller de 4 à 5 à 6 mois à 1 an aujourd'hui, voilà on est 1 an, tout ça pour vérifier les papiers et aussi avoir des rapports sociaux quand même, parce que c'est ce que moi en tout cas je demande de plus en plus en me disant étant donné que l'évaluation n'est pas bonne, il faut bien avoir des rapports sociaux d'éducateurs. Et là, bien aujourd'hui, je vois pointer du doigt, et donc je rejoins ce que tu disais tout à l'heure très bien, l'autonomie. Donc de plus en plus, donc voilà, critiquer l'autonomie, le fait d'être autonome, ça devient un critère démontrant la majorité finalement.
Alors que, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, une juge, en même temps, c'est ce qu'on leur demande, d'être autonome. On vous demande ça, puisque pour aller vers 18 ans, un éventuel contrat jeune majeur, tout ce qu'on demande, c'est d'être autonome. Donc c'est un petit peu contradictoire, tout ça. Mais voilà, on voit que l'autonomie commence à être un débat. Et puis, il y a la vérification des papiers par la police aux frontières. Donc là aussi, c'est encore tout un débat juridique qui échappe, qui vous échappe, qui échappe aux jeunes. Parce que là, très clairement, il y a un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. On arrive encore à discuter ces rapports quand effectivement on estime qu'il y a des choses qui juridiquement ne tiennent pas. Donc c'est pas parce que il y a un contrôle, parfois un rapport défavorable, qu'il y a forcément une non prise en charge. Mais voilà, le parcours du combattant, parce que là parfois ça fait 1 an déjà. Alors peut-être que le jeune est placé, mais il va falloir revenir, voir ce qui va se passer. Et donc là, je rebondis sur ce qui a été dit sur la scolarité, c'est-à-dire oui, il y a un grand ouf, et on le voit, nous, en sortant d'audience, lorsque le jeune est placé. Mais il y a encore quand même des fois des mauvaises surprises qui peuvent arriver quelques mois plus tard. Donc là, on va être clair, tout ce que les professeurs, les médecins, tout ce qui peut être amené pour justement aussi aider à convaincre. Moi, c'est ce que je leur dis. C'est-à-dire que oui, on est là pour convaincre, on est là pour expliquer. Et c'est fort dommage parce qu'effectivement, on est un enfant et qu'un enfant ne devrait pas avoir besoin de convaincre. Mais aujourd'hui, voilà, on essaye de convaincre effectivement de son identité, du fait qu'on est un enfant et qu'on a le droit d'être protégé. Et puis, bien, voilà, après à Lyon, on a quand même cette protection judiciaire. Et ensuite, il y a la prise en charge qui repart à la Méomie, donc à la métropole. Là aussi, il y a certainement des choses à en dire selon les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des conflits d'intérêts, quand je suis honnête, ce sera le sujet certainement prochainement à la Cour, mais quand la métropole interjette appel d'un jugement de placement, alors que c'est le représentant et tuteur légal qu'il doit agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien effectivement, ça pose beaucoup de questions. Là, je lisais, on a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme d'hier, qui vient de tomber, qui rappelle tout ça contre la France, en expliquant bien effectivement qu'on doit avoir un temps de répit avant l'évaluation, qu'effectivement il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit trouver à s'appliquer, et dans toute décision. Et puis bien ensuite, tant mieux si tout ça fonctionne bien jusqu'à 18 ans, mais reste effectivement, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que nous, avocats et avocates, je pense qu'on a maintenant un regard qui est du moment où on vous rencontre, où on rencontre le jeune au cabinet, et jusqu'à 18, 19, 20 ans, puisqu'on sait qu'il y aura la question du titre de séjour aussi qui va se poser. Et donc, c'est tout de suite en tête. Alors moi, je ne vais pas forcément l'expliquer tout de suite, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on l'a en tête tout de suite. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, il y aura cette demande de titre de séjour, et pour pas qu'il y ait de rupture dans la formation, justement, il faut absolument que tout ça soit bien préparé et préparé en amont, très, très clairement. Et ensuite, effectivement, on rencontre, alors moi j'ai eu l'impression, mais est-ce que, je ne sais pas, de rencontrer plus de jeunes qui relèveraient de l'asile, mais peut-être j'y ai plus fait attention aussi, c'est fort possible, en tout cas avec des parcours extrêmement douloureux, sans comparer, sans dire que je pense qu'ils le sont évidemment tous, mais en tout cas qui relèveraient de cette protection internationale. Et là, effectivement, il faut bien dissocier les choses. C'est 2 choses totalement différentes, mais tout va aider à la reconnaissance de cette minorité, très clairement. Et c'est important qu'on puisse avoir beaucoup de choses. Après, aujourd'hui, c'est complexe, c'est vrai. Moi, le seul truc que je reste à dire, c'est que même si parfois je peux être très négative, je ne le cache pas, parce que la loi, je pense, n'est pas toujours bien appliquée, il y a aussi des batailles qui se mènent, et je pense qu'il ne faut jamais se dire, en tout cas pour certains, il y a des moments où on sait qu'on n'y arrivera plus, c'est vrai, mais il y a aussi des moments où voilà, on peut arriver après une bataille longue, après beaucoup de choses à faire. Parfois, moi, ça m'est arrivé, je vous dis, d'aller peut-être aller 4-5 fois, entre 3 fois devant le juge des enfants, 2 fois à la cour d'appel, et enfin au tribunal administratif. Et bien, voilà, parfois obtenir gain de cause après tout ce chemin. Alors effectivement, pour le jeune, c'est extrêmement difficile, mais il faut aller à l'école,
il faut continuer parce que heureusement on a ces droits fondamentaux qu'il ne faut pas oublier. Le droit à la santé, le droit à l'école, tout ça, ça s'applique. C'est-à-dire qu'on a un juge qui dit oui ou non, vous êtes mineur. Ça s'applique. Donc ça, il faut absolument continuer à se battre là-dessus parce que ça aide ensuite à la reconnaissance de minorité. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, nous, notre rôle en tant qu'avocat, à mon sens, c'est cet accompagnement-là. Essayer d'avoir le meilleur conseil juridique parce qu'on est là, nous, pour faire du droit et qu'on ne peut pas aller au-delà de la loi. Et essayer de penser jusqu'à après la majorité pour effectivement se dire aussi qu'il y a une stabilité qui peut arriver. Voilà. Merci beaucoup. Juste le temps que je retrouve mes notes. Kautar, Gemma et Daoud, c'est bien ça. Pour la CIMAD. Merci. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la CIMAD, c'est une association de solidarité active avec les personnes migrantes. Je remercie le collectif Migrants Croix-Rousse de l'organisation et de l'invitation à cette réunion publique sur un sujet qui nous concerne pleinement, la protection des mineurs et jeunes majeurs étrangers. À la CIMAD, on préfère le terme de jeunes en danger isolés. Ça fait Jedi. Pour ceux qui connaissent la guerre des étoiles, Star Wars, les Jedi, c'est les guerriers, c'est les gardiens de la paix. Pourquoi on utilise plutôt ce terme de jeunes en danger isolés? Pour mettre des mots sur une situation qui a empiré de manière dramatique ces dernières années. En France, des milliers d'enfants et d'adolescents arrivés seuls, sans famille, sont laissés sans protection parce qu'étrangers. La France s'est engagée à protéger tous les jeunes qui se retrouvent seuls sur notre territoire, qu'ils ou elles soient français, françaises ou non. Qu'ils ou elles aient 9 ans ou 17 ans et demi. Et même au-delà, puisque certains dispositifs de protection sont prévus pour les jeunes majeurs. Parce que leur vulnérabilité doit être prise en compte avant tout, plutôt que leur âge ou leur nationalité. La CIMAD a choisi de parler de jeunes en danger et non de MNA ou de mineurs isolés étrangers. Avant de vous présenter le rapport sur les 90 propositions pour une meilleure protection des jeunes, co-rédigé par cette association et soutenu par 28 autres, je voudrais revenir sur la loi du 7 février 2022 sur la protection des enfants, dite loi Taquet. Cette loi contenait des mesures phares et plus controversées, allant vers une protection des enfants qui nous semblait aller dans le bon sens, comme l'interdiction d'ici 2024 de placer les enfants à l'hôtel, la fin des sorties sèches de l'ASE, la protection de l'enfance, à la majorité, l'information systématique du juge des enfants par le président du conseil départemental en cas de changement de lieu de placement afin de vérifier que celui-ci est bien dans l'intérêt de l'enfant, la modification des critères de répartition des jeunes sur le territoire qui reposaient jusqu'ici sur un critère démographique et d'éloignement géographique. De nouveaux critères de répartition sont ajoutés, les spécificités socio-économiques des départements, en particulier leur pauvreté, donc le nombre de personnes qui sont RSA, leur action en faveur des jeunes à leurs 18 ans, à savoir le nombre de bénéficiaires de contrats jeunes, et l'interdiction de la réévaluation de la minorité des jeunes après orientation nationale. La mesure controversée, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, c'est la fameuse mise en place du fichier d'appui à l'évolution de minorités, AEM, qui autorise le ministère de l'Intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité, soi-disant, de mieux garantir la protection de l'enfance, mais surtout, c'est ça, de lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers en France par la prise d'empreintes digitales pour lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l'identité. Il est à mes yeux important de vous rappeler certaines dispositions de cette loi, car le rapport des 90 propositions pour une meilleure protection des jeunes s'inscrit dans le bilan de cette loi un an après sa promulgation. Sorti le 6 février 2023, les organisations de défense des droits des enfants isolés de nationalité étrangère sont unanimes sur le fait que cette loi n'a pas produit les effets escomptés pour protéger les enfants.
De graves dysfonctionnements persistent, et cela dès le premier contact des jeunes avec le dispositif de protection de l'enfance, dysfonctionnements qui peuvent perdurer jusqu'à la sortie de celui-ci. Ce document se veut donc à la fois un rappel des principes qui doivent guider la prise en charge des jeunes et formule 90 propositions d'amélioration de leurs accueils. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les énoncer, les 90 propositions. Je vous laisserai jeter un coup d'œil au document. Dans les principes fondamentaux devant guider la protection, il y a par exemple garantir le principe de non-discrimination. Pas de différence entre les enfants français et les enfants étrangers. Tout le monde pareil. Respecter pleinement le principe de présomption de minorité. Un jeune se présentant comme mineur doit être considéré comme tel jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de choses jugées soit rendue soit par le juge des enfants ou la cour d'appel. Dans le cadre du premier accueil, il faudrait garantir un accueil conditionnel à l'accueil provisoire d'urgence, c'est-à-dire une mise à l'abri immédiate pour tous les jeunes se déclarant mineurs dans des conditions dignes et adaptées. Cela signifie bannir le recours aux hôtels, souvent déconnectés des dispositifs socio-éducatifs, et développer des structures spécialisées avec un accompagnement global. Il faudrait également recentrer l'évaluation sur les facteurs de vulnérabilité. L'évaluation sociale ne doit servir qu'à repérer les facteurs de vulnérabilité, les risques de danger pour le ou la mineure. Elle ne doit plus être utilisée pour tenter de déterminer son âge. Il faut renoncer à utiliser les tests d'âge osseux et abroger les dispositions relatives au fichier AEM. Il est également très important, et beaucoup de personnes l'ont dit, d'aider ces jeunes dans la prise en compte et la reconstitution de leur état civil. La preuve de la minorité doit se fonder uniquement sur les documents d'état civil du ou de la jeune. Et pour cela, il faut les aider à reconstituer leur état civil. Et dans le cadre des libertés fondamentales, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà dit, garantir le droit à l'éducation, c'est-à-dire l'obligation de scolariser les jeunes dès leur arrivée, même pendant les phases d'évaluation, le droit à la santé, par la mise en place systématique de bilans de santé et d'accès à la couverture médicale complète dès l'accueil, et bien sûr le droit d'asile, qui est un droit fondamental. On aurait pu penser en rester là, si l'ONU, via le Comité des droits de l'enfant, n'avait pas appelé la France à mieux protéger les enfants, et notamment les mineurs isolés étrangers. Le 2 juin 2023, le Comité des droits de l'enfant a publié ses observations finales concernant le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant par la France. Il constate en particulier que l'État français n'a pas respecté les garanties attachées à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de l'identité, tels que définis à l'article 3 et 8 de la CID, ni respecté les articles 12, 20 et 37 de la Convention, c'est-à-dire droit pour un enfant d'exprimer librement son opinion, d'obtenir une protection et une aide spéciale de l'État et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il exhorte l'État français à immédiatement assurer le respect du principe de présomption de minorité tout au long de la procédure d'évaluation de la minorité et de l'isolement, y compris lors de la procédure judiciaire devant le juge des enfants, et de faire en sorte que les jeunes concernés soient maintenus au sein du système de la protection de l'enfance. L'État français disposait d'un délai de 180 jours pour prendre les mesures nécessaires pour que ces violations ne se produisent plus. En l'absence de prise de position du gouvernement, 7 associations, dont la CIMAD et une vingtaine à intervenir en soutien de cette requête, ont saisi le Conseil d'État pour demander qu'il reconnaisse l'inconventionnalité du dispositif actuel et qu'il enjoigne l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement l'intérêt supérieur de ces enfants et le respect de leurs droits fondamentaux. L'instruction est close. Nous sommes donc en attente d'une audience devant le Conseil d'État, sans doute d'ici la fin du premier trimestre 2025. Donc cette réunion publique arrive en temps voulu. Ce contentieux, je l'espère, nous permettra d'interroger la conformité de l'ensemble des dispositifs de protection de l'enfant au regard des observations finales du Comité des droits de l'enfant et de la CID. Donc, on ne perd pas espoir.
d'avoir demain une décision du Conseil d'État qui aille dans notre sens. Merci. Merci. On va prendre des questions de la salle, 2 par 2. Ensuite, on prendra le temps d'y répondre. On n'a même pas un quart d'heure de retard encore, mais presque. Donc un petit quart d'heure d'échange, si ça vous convient. Il n'y avait pas de micro sur les côtés? On va regarder ça. Bonjour à tous. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport au logement. Moi, ça me fait 6 mois que je dors dehors. Voilà. Pourtant, partout où je vais à Lyon, on me dit que non, Lyon est une ville hospitalière. Maintenant, la question que j'aimerais poser, où est passée l'hospitalité de Lyon? Ça, c'est un. Maintenant, quand nous venons ici, luttons contre la xénophobie. Bon, la xénophobie, je vois que non, les étrangers sont vus comme des hommes qui sont dangereux dans ces pays, pour ne pas dire à Lyon. Parce qu'ils n'ont jamais fait autre chose, c'est pas Lyon. Bon, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas un danger pour la société. Voilà, nous sommes là, on n'a pas choisi de venir ici, on ne savait pas comment venir ici, mais on s'est retrouvé ici, donc on a besoin d'être pris en charge. Certains d'entre nous n'ont pas eu la chance d'aller à l'école chez eux. Donc, nous, on a envie d'aller à l'école normale pour être utile dans la société. Donc, on a envie d'être pris en charge. J'aimerais vous passer ce message. Merci à tous. Merci à toi. C'est juste une question. Comment expliquez-vous entre la démarche de Forum Réfugiés, qui ne reconnaît pas qui instruit un dossier, l'écart qu'il y a entre la manière dont il procède, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et le fait que le juge de l'enfant, au bout d'un moment, reconnaît la minorité. Comment est-ce que vous pouvez plus expliquer? Soit il se passe un problème, il y a un problème au niveau du traitement initial, voilà. Et en gros, le juge, ce que je comprends, c'est que le juge désavoue, le juge de l'enfant désavoue le travail préalable fait par un organisme qui a une délégation de service quasi public de reconnaissance ou pas de minorité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet écart? Merci. Alors, je pense que le juge, alors moi je ne vais pas parler du travail de Forum Réfugiés en tant que tel, après on va être très clair, le juge des enfants, en tout cas à Lyon, pour la plupart, parce que ça reste selon aussi les jeunes, selon l'évaluation, va étudier en tout cas en majorité par rapport au texte de loi. Et qu'effectivement, aujourd'hui, très clairement, l'évaluation, en partie, ne respecte pas. C'est-à-dire que vous avez un texte, je vous donne un exemple, un texte de loi qui explique, par exemple, que l'équipe qui étudie, qui rencontre les jeunes, est une équipe pluridisciplinaire. C'est inscrit dans un arrêté qui est un arrêté de 2019. Cette équipe pluridisciplinaire, elle n'existe pas, ou en tout cas, si elle existe, nous n'en avons pas connaissance, puisque, par exemple, l'évaluation n'est ni signée personnellement, on ne connaît pas le professionnel. Il y a un principe en droit qui est quand même, à un moment donné, de contradictoire.
on doit démontrer les choses. Donc ce n'est pas démontré. Si ce n'est pas démontré, c'est que la loi n'est pas respectée. De même, quand vous avez des jeunes qui restent à l'hôtel tout le temps, on vous parle d'une équipe mobile. Mais pareil, on ne sait pas ce que c'est. La loi nous explique qu'une évaluation, il faut réellement prendre le temps. De même, aujourd'hui, parfois, j'ai des évaluations qui sont menées avec l'évaluateur qui fait lui-même la traduction. Légalement, c'est quelque chose qui est critiquable. Donc en fait, je pense que la différence s'explique, en tout cas juridiquement, en partie par ça, c'est-à-dire que les juges des enfants, on leur amène les textes de loi, on leur explique ce qui a écrit dans la loi, c'est ce que était dit aussi, et qu'on se rend bien compte qu'en tout cas, l'évaluation dans ce qu'on voit écrit ne respecte pas l'écrit de la loi. Alors après, effectivement, et je rejoins ce qui a été dit par la CIMAD, évidemment que l'évaluation, ce serait bien préférable, et tant mieux si ça fonctionne, qu'elle n'examine que la vulnérabilité. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le texte de loi, c'est pas noté comme ça. Donc, c'est pas ça qu'on peut critiquer. Mais ce qui est évidemment critiquable, c'est tout ça. C'est qu'en réalité, voilà, aujourd'hui, l'évaluation, donc ça explique cette différence. Ensuite aussi, parce qu'on n'amène pas les mêmes éléments devant le juge des enfants aussi. Par exemple, le Comité international des droits de l'enfant expliquait, et on est plutôt favorable, comment ça pourrait se mettre en place, je ne sais pas, mais qu'il serait bon que le jeune puisse avoir son avocat lors de l'évaluation. Par exemple, après tout, une évaluation, on les juge, hein, très clairement. On va leur dire que non, mais on les juge. Donc voilà, ben ça fait partie des choses qui pourraient être intéressantes. Du coup, devant le juge, je dis pas qu'on fait tout, loin de là, mais en tout cas, les jeunes ont plus d'explications et sont accompagnés. Peut-être que parfois, ça aide aussi. Partie de la réponse. Hein. On peut encore prendre quelques questions? Oui. Alors, il y a un jeune et une dame. Je vais commencer d'abord le jeune, si vous voulez bien. Bonsoir. J'ai une question pour vous, maître. J'aimerais savoir, par exemple, je suis parti au forum, on m'a réfugié, mais j'avais mon passeport avec moi sur la route, mais j'ai perdu, mais j'ai la photo quand même avec moi. J'ai rentré et on m'a réfugié. Je suis parti déposer mon recours chez l'avocat et puis j'ai expliqué à l'avocat, je lui ai montré la photo aussi. Il s'est chargé de moi et puis on a eu l'audience et ça c'est on est passé devant le juge. Le juge là aussi n'a pas accepté. Je voulais savoir si j'obtiens mon passeport, je lui demande, et que j'obtiens mon passeport, est-ce que je pourrais faire une deuxième recours? Merci. Alors, je vais vous répondre le mieux possible, même si c'est toujours difficile de répondre quand on ne connaît pas tout. Hein, je ne suis pas votre avocate. Mais en tout cas, on pourra toujours faire une nouvelle demande. C'est-à-dire qu'il y a un texte de loi qui permet toujours d'amener un nouvel élément au juge des enfants et effectivement d'essayer de faire une nouvelle demande. Aujourd'hui à Lyon, très clairement, c'est vrai que les photos en général ne suffisent pas. Donc il est vrai que ça ne m'étonne qu'à moitié. Donc ce qu'il faudrait, c'est avoir le document d'état civil, ce serait le mieux pour pouvoir en tout cas amener un nouvel élément. En tout cas, dans la loi, il est noté que le juge des enfants peut toujours être saisi avec un nouvel élément. Donc après, c'est pour ça que vous pouvez essayer et qu'on peut encore essayer des choses. Il faudra voir avec votre avocat. Mais on peut le faire, mais il faut les éléments. Et c'est vrai que parfois, les avocats, on est un peu dur aussi, parce que, donc on me le soufflait, ce qui est vrai aussi, la différence dans la reconstitution de l'état civil, c'est qu'aujourd'hui, parfois, moi par exemple, j'avoue, ça peut m'arriver de refuser d'aller saisir le juge parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'éléments et qu'on perde.
Donc je préfère des fois consolider, et ça c'est important. Donc voilà, mais en tout cas, pour y répondre, vraiment oui, le texte de loi le prévoit, il faut les éléments nécessaires, mais il le prévoit. Oui, bonsoir. Comme ma collègue Lumna, je suis enseignante en dispositif NSA. Donc j'accueille pour le coup 100% de jeunes mineurs non accompagnés. Actuellement, seulement 4 reconnus par la protection de l'enfance, enfin reconnus mineurs, et donc pris en charge par la protection de l'enfance. Juste pour revenir sur l'évaluation de forum, bien souvent, j'ai pu observer auprès de mes élèves, puisque je les ai au moment où ils ne savent pas lire. Entre le moment de début d'année où ils ne savent pas lire et la fin d'année où ils savent mieux lire, parfois, ils me rapportent leur évaluation de forum. Et ils me disent, tu sais, moi maintenant je sais lire. C'est pas ça mon histoire. C'est vraiment, c'est pas une remarque, ça ne m'est pas arrivé une seule fois, c'est vraiment arrivé régulièrement, plusieurs fois. Et puis aussi, parfois, dans l'évaluation de forum, il y a quelque chose qui n'a pas été noté. Et dans l'intérêt de leur dossier, quand ensuite il est défendu, ça m'est arrivé aussi, et je suis en lien régulier avec les bénévoles de l'association AMI, qui disent, bon bah ça, du coup, on n'en parlera pas parce que le forum ne l'avait pas noté. C'est terrible pour un jeune en construction, adolescent, comme le rappelait Lumna, et bien d'avoir parfois à mettre sous silence des éléments de sa vie au prétexte qu'ils n'ont pas été notés au départ, parce que sinon le risque c'est qu'on ne le croit plus. Moi je trouve ça mais terrible en fait. Donc c'était pas une question, c'était juste pour ajouter tout à l'heure. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être en profiter. Ah, là. Bon, une dernière alors? Une dernière. Hop, je vais vite. Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse, mais cette question de forum réfugiés et la notion d'évaluation que vous soulevez, qui est un élément majeur dans l'introduction d'une procédure administrative qui suit le jeune tout le temps. Est-ce que vous avez des liens avec Forum Réfugiés? Je connaissais bien cette association il y a 20 ans, elle faisait un travail formidable. Comment est-ce que ça peut être questionné? Quelle est la formation des gens qui font l'évaluation? Quel type de délégation ils ont? Et comment vous articulez votre action militante avec des gens qui ont une tradition militante? Et ce que j'entends aujourd'hui, ça me scandalise. En réalité, au collectif, on n'est pas tellement en lien avec des travailleurs de Forum Réfugiés. On l'a été ponctuellement, notamment quand Forum Réfugiés ne respectait plus les obligations de mise à l'abri, pour le coup, pour les primo-arrivants, du fait d'être devant le centre pour la mise à l'abri et l'évaluation. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui veut réagir? Pour rebondir vite fait, c'est de nouveau le cas. Il faut savoir que de nouveau, les enfants, les primo-arrivants ne sont pas mis à l'abri depuis quelques jours parce que les hôtels sont pleins à cause des mineurs qui ont été reconnus récemment et qui ont pris de la place. Voilà. Donc les jeunes qui arrivent en ce moment, par exemple hier, il y en a 3 qui n'ont pas été mis à l'abri directement. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais Je ne sais pas si on peut continuer. Il y a des mains qui se lèvent, mais je crois qu'il... Allez, la dernière. C'est la dernière. Ah, alors à qui je la donne, la dernière? Enfin, là, c'est une dernière. Il y aura de nouveau un échange avec la salle suite à la prise de parole des partis politiques. Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai juste quelques questions à poser. Ce que au forum, c'est qu'au forum, et quand on part pour la déclaration des minorités, après avoir fait des évaluations ou pas encore, et chacun est élevé d'une manière dans sa famille, quoi. Donc, moi, en perso, je parle. Quand j'étais là-bas, le matin,
Bah ouais, là où on jouait, j'ai travaillé et tout. J'arrangeais les choses. Bon, je ne sais pas, pour eux, c'est arrivé une critique ou quoi. Et puis encore, quand tu pars, le jour de l'évaluation, quand tu pars là-bas, les évaluateurs qui t'évaluent, ils sont même pressés plus que toi. Comme l'a dit ici madame, donc, on doit écouter les mineurs, les enfants. Moi, en personne, ça m'est arrivé. Je parlais de mes points de vue, en fait, la question qui m'a été posée, j'y répondais. Bon, ouais, l'évaluatrice qui était présente ce jour me dit, bah ouais, c'est bon, vas-y, il est l'heure. Et puis, ils ont écrit des choses sur mon rapport que je n'ai jamais dit. Dire, ouais, vas-y. Merci. Merci pour ce premier temps de la réunion. Donc j'invite les représentants des partis politiques co-signataires de la tribune à nous rejoindre. Merci Loubna, merci Kautar, merci Maître Firmin, merci l'école. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que je pense que mes collègues enseignants se joindront à moi. On remercie tous les bénévoles de toutes les associations très très fort parce que vous encadrez nos élèves et merci pour tout ce travail, que ce soit les bénévoles qui interviennent dans les campements, la marmite, les bénévoles, l'association Amis, etc. Donc vraiment merci parce que je pense que sans vous, on n'y arriverait pas. Voilà.